Salut tout le monde, c'est Genji. Ouais, on passe directement en mode PDF. Donc là, c'est la troisième vidéo sur le focus de Knave seconde édition. Ce sont deux pages que je considère qui doivent être sur les livres de jeu de rôle. C'est les devoirs du meneur de jeu et du joueur. Voilà. Puisqu'il y a une belle liste, du coup, on va réagir un petit peu à tout ça. C'est quand même pas mal. Allez, on y va. Je vais traduire, hein. Bon, si je traduis un peu à la zob, voilà. Hein. On sait jamais. Alors, du coup, créer des endroits à explorer. Hein, une bonne localisation fait germer, est toujours plutôt germer avec des trésors, des pièges, des amis, des ennemis, des monstres, des dispositifs, des secrets et des problèmes sans solution évidente. Et aussi des barils de poudre dans des situations prêtes à exploser. Voilà, éviter les environnements linéaires et donner plusieurs routes à pas mal de ces zones. Ensuite, donner vie euh, cast au cast de support, donc c'est aux personnages secondaires, ce genre de choses. Donner aux personnages non joueurs et aux monstres des personnalités, des peurs, des allégeances, des motivations et entremêler leur vie ensemble. Ensuite, laissez les joueurs guider l'action. Ne planifiez pas une idée pour les joueurs pour leur expérience. Chaque session doit être une surprise pour tout le monde. On n'en parle pas assez. C'est pas parce que tu fais du scénario à rail, c'est pas parce que tu as une idée de planification que tu vas essayer de projeter. Surtout que les meneurs de jeu qui ont tendance à beaucoup jouer sur des rails ont tendance à avoir une approche assez binaire. N'essayez pas de projeter vos idées binaires là-dessus, laissez les gens interagir, trouver des intrigues, des sous-intrigues, trouver des éléments qui vont construire l'histoire. On oublie des fois d'être surpris. Moi, je crois que c'est une des choses qui peut justement être intéressant là-dedans. Voilà. Donc faire le jeu avancé, pointer les joueurs et demander-leur ce qu'ils font si nécessaire. N'hésitez pas à appeler quelqu'un pour diriger euh, le groupe si jamais il passe trop de temps à débattre. Ouais, ça c'est normal. Puisque en fait c'est un peu problématique, puisque de l'autre côté, ceux qui eux veulent essayer de coordonner un truc dans le groupe, notamment les meneurs de jeu, vont essayer d'amener quelqu'un pour les faire avancer sur la case B. Mais en même temps, il peut arriver aussi que les joueurs tergiversent. Ça, c'est un problème qui peut arriver quand le meneur de jeu ne parle pas assez aux joueurs lors des sessions 0 en leur expliquant que des fois, c'est à eux de prendre une décision, il n'y a pas un truc qui est tout prêt pour eux. Alors, c'est pas un mal qu'un joueur vienne demander au meneur de jeu ça en pleine partie, mais en avance, en essayant de mettre un peu une idée de philosophie de jeu, et c'est pas un mal que les joueurs viennent discuter avec le meneur de jeu, que le meneur de jeu rappelle que non, c'est bon, vous pouvez vous lâcher, il n'y a pas de souci. Voilà. Utilisez le sens commun. Mot utilisé à tort et à travers d'ailleurs, le sens commun. Hein. Ce qui est évident pour nous ne l'est pas pour tout le monde. Et ce qu'on considère être évident en général, tu peux te retrouver face à un mur de personnes qui te disent mais non, en fait. Enfin, si, on comprend où tu veux en venir, mais non, on n'avait pas pensé ça comme ça. Faites gaffe. La plupart des actions que les personnages joueurs devraient prendre pourraient tout simplement réussir ou échouer. Évitez de faire les joueurs lancer des dés pour n'importe quoi. Enfin, pour presque tout. Ça, c'est normal. C'est normal de pointer ça parce que dans Knave, une des approches intéressantes, c'est que pas mal de tests vont réussir. La plupart du temps où tu vas faire un test, c'est parce que tu as une contrainte de temps, tu as la pression, tu es dans un combat, et c'est difficile de penser à certaines choses ou de penser à des solutions. Voilà. Imaginez que par exemple vous êtes face à un roi corrompu qui avait déjà pour idée de vouloir vous capturer parce qu'un ordre assassin a versé énormément d'argent à cause des antécédents l'un des joueurs. Ben, par exemple, pour pouvoir quitter la salle alors qu'elle est entourée de gardes, ben, peut-être qu'il faudra créer un mur pour pouvoir protéger la personne qui est en train de crocheter,
tandis que cette dernière essaie de se démener. C'est des choses qui fonctionnent pas mal. Voilà, petit exemple qu'on met comme ça. Ensuite, faites des règles impartiales et consistantes. Ça, j'adore cette règle. Le meneur de jeu est censé simuler l'adversité. Il n'est pas censé être... Comment dire ça? Il est censé représenter l'adversité, mais il n'est pas censé en être un avatar. C'est pas un ennemi. C'est pas lui contre les joueurs, en fait. Et je crois qu'un mauvais meneur de jeu est systématiquement en train de vouloir créer de l'antagonisme, et un antagonisme assez fort et assez dirigé. Quand tu regardes le système de résolution de certains jeux de rôle, tu vois très bien que il y a beaucoup de circonstances qui feraient que les joueurs échouent ou réussissent. Et que c'est assez difficile pour un meneur de jeu de venir se plaindre que, soi-disant, que son scénario il n'est pas palpitant quand lui-même il essaie de tout faire pour miner les autres, en fait. Les joueurs devraient essayer de jouer... voilà, les joueurs devraient jouer contre le monde et pas contre vous. Lancez les dés de manière ouverte. Ah, ça c'est intéressant aussi. Lancez les dés de manière ouverte, à moins que les joueurs ne doivent pas connaître les résultats. Mais bien sûr, pendant un moment, bon, je faisais genre avec mon écran, tout ça, mais après j'ai très vite lâché ça. Je crois qu'au bout de 3 mois, j'ai lâché ça, je faisais des jets ouverts. Les seuls moments où je faisais pas des jets ouverts, c'est vraiment des jets qui étaient secrets ou des jets qui n'avaient pas une incidence directe sur la scène, mais plutôt sur l'environnement à un moment donné. Par rapport à une déclaration de PNJ, d'une conversation et d'un process, tout ça. Du coup, l'écran de jeu me servait à dissimuler les dés ou les cartes de tarot. Enfin, les cartes. Alors, immerger les joueurs, pousser les joueurs dans un monde en lui donnant une vie, en étant réactif et en faisant une zone consistante, de manière interne. Utiliser des tables et des générateurs pour garder les choses frais et surprenantes. Oui, parce qu'il y a des verbes, il y a des actions, il y a des ambiances, il y a des dénominations de lieux, donc faut pas hésiter. Révéler le monde, donner aux joueurs pas mal d'informations pour ce qui arrive autour d'eux. Dans le doute, donnez-en plus. Sans information, les joueurs ne peuvent pas faire de choix, et faire des choix fait partie du cœur du jeu, de n'importe quel jeu de rôle en général. Alors, signaler un danger. La chose la plus dangereuse peut être ce qui est censé être évident. Ne pénalisez pas les joueurs pour des choses qu'ils ne pourraient pas éviter. Ben ouais, les gars. Surtout la team là qui joue beaucoup aux jeux vidéo, parce qu'il y a beaucoup de meneurs de jeux qui font ça et qui jouent aux jeux vidéo. Comment tu ne connais pas cette leçon? Tu as un truc que tu ne peux pas bloquer, c'est pas bon. Voilà, c'est normal. Ensuite, récompenser, ah ça c'est un truc aussi qui est très intéressant. Récompenser les plans ingénieux. Quand les joueurs découvrent une manière ingénieuse d'éliminer des obstacles, considérez que les actions réussissent automatiquement. Régler les problèmes de manière créative est une compétence unique dans Knave et les groupes devraient y être bons ou en tout cas devraient y prospérer. Voilà. Donc, gardez les mesures de temps. Alors, le temps est une ressource pour les joueurs et le perdre pourrait avoir des conséquences. Combien de ressources il leur reste? Que sont les autres PNJ des factions? Et qu'est-ce qu'ils font pendant que les joueurs sont à l'aventure? Quelles sont les menaces qui avancent? Modifiez les règles. Les règles sont vos serviteurs et pas vos maîtres. Si une règle ne convient pas à la manière dont vous jouez en groupe, parlez-en et essayez de tailler les choses pour qu'ils puissent gérer. Et là, on arrive sur les devoirs du joueur. Voilà. Je pourrais faire énormément de paragraphes là-dessus. Mais allez, assistez le meneur de jeu, montrez-vous à l'heure, amenez des snacks, apprenez les règles, gardez notes des sessions, dessinez des cartes et soyez prêts pour votre tour. À la fin d'une session, dites au meneur de jeu vos plans pour savoir les localisations que vous allez avoir et les situations qu'il faudrait préparer en conséquence. Je rajouterai même un truc pour le système de session.
Alors, je sais que c'est un truc qui fait pas unanimité, c'est pour ça que j'en ai pas parlé beaucoup. Mais par exemple, un truc que j'aime bien faire, c'est que je demande aux joueurs les événements de la session précédente, d'essayer de voir de quoi ils se souviennent et de récompenser ceux qui arrivent à se souvenir proprement des choses. Courir après une récompense, ça peut être à double tranchant, mais faire en sorte que les autres puissent construire ensemble le résumé pour voir comment les choses évoluent et comment c'était par rapport à une session, c'est tout à fait normal. Mais de la même manière, évidemment, le meneur de jeu pourrait aussi commencer par débuter par les grandes lignes de ce qui s'était passé précédemment. Voilà. Créer un personnage, travailler avec le groupe et soyez sûr que votre personnage s'imbrique avec le ton du setting et de la campagne. Alors ça c'est vrai, mais je vais continuer. Donnez à votre joueur des traits distinctifs pour les faire mémorables, mais ne vous inquiétez pas de venir avec une backstory élaborée. Le jeu est à propos de ce qui se passe à l'intérieur et non pas ce qui résulte de ce qui s'est passé avant. Ça c'est très important, puisque l'argument du c'est ce que mon personnage ferait, c'est des arguments de mauvais joueurs. Pour la simple et bonne raison que ce que ton personnage, si c'est ce que ton personnage ferait et il fait quelque chose qui est dommageable pour le groupe, c'est qu'il ne s'est pas imbriqué avec le ton de la campagne, du setting, du groupe dans lequel il est. Il montre juste que c'est un mauvais joueur. Et c'est pour ça que c'est très important de faire des sessions zéro et de ne pas le louper. Hein. Voilà, il y en a toujours un qui loupe et puis après il soit surpris que les autres avancent et se démerdent mieux par rapport à lui. Voilà. Alors, jouer votre personnage, tu peux décrire tes actions à la première ou à la troisième personne. Tu peux lui mettre une voix ou pas, c'est à toi de voir. Coopère avec les autres joueurs et évite de créer des conflits dans le groupe, à moins que les joueurs sont d'accord pour que ce se passe comme ça. Et oui, parce que bon, le coup de la fausse rivalité ou du mec qui cherche des conflits parce que oui, il veut jouer un pseudo-canard, bon, il y a une différence entre être quelqu'un qui est un peu hostile et un trou du cul. Voilà, hein, faut le dire. Là, il faut pas parler avec des filtres. Là, il faut être sans filtre. Prenez des initiatives, définissez vos objectifs et faites-en votre propre fin. Partez à l'aventure plutôt que d'attendre qu'ils viennent à vous. Oui, logique. Posez des questions. L'information est le fluide vital d'un jeu. Donc ne soyez pas effrayés de demander au meneur de jeu plus de détails si quelque chose n'est pas clair. Cherchez pour des salles, des indices, visitez des librairies, interrogez le personnage, consultez des sages, etc. Appliquez l'infinité tactique, traitez le monde de jeu comme s'il était réel et fonctionnez dans chacun de ces aspects à votre avantage. Quand vous simulez un monde vivant, aucun détail n'est simplement qu'une saveur. Alors, ça c'est normal qu'il dise ça parce que c'est vrai qu'un des joueurs les plus marquants que j'ai eu à ma table, c'est pas un mec qui connaissait les règles, c'est un mec qui agissait en accord avec ce qui était à disposition de sa personnalité et ce qui était à disposition dans son environnement. Voilà. C'est quelque chose que même encore, il y a des gens qui ont du mal à répliquer. Les fiches, certes, c'est du texte, c'est du chiffre sur le papier, mais il faut savoir ce que ça dit, il faut savoir ce qu'il faut en comprendre, mais à un moment donné, en fait, il y a aussi le descriptif de comment les choses s'appliquent pour que vous puissiez, en fait, regarder un petit peu ce que l'environnement a à vous offrir ou ce que vous voulez traiter pour pouvoir gérer les choses. Mais je voudrais rajouter un élément supplémentaire à mon argumentation. Je voudrais aussi rajouter le fait que n'ayez pas peur de faire une proposition qui est aux antipodes de ce que les joueurs ont envie de proposer. Ça arrive qu'il y a des joueurs qui, en fait, prennent une approche par rapport à des PNJ de manière agressive parce qu'ils sentent de la résistance. Du genre, ah oui, le PNJ ne va pas dans le sens de leurs intérêts et ils ont envie de pester. Alors, c'est une chose. Mais il n'en demeure pas moins que ça n'est pas parce qu'il y a de l'opposition de la part de la personne en face que ça veut dire que c'est systématiquement votre ennemi.
Je pense vraiment que les jeux de fantasy médiévale en matière de jeux de rôle ont fait beaucoup de mal au déroulé des campagnes, parce que des fois les gens jouent des caricatures plutôt que de jouer des personnages qui réfléchissent avec justement tout un process complet dedans. Et après sont surpris que les parties sont inintéressantes. Voilà. Planifier, donc penser de manière latérale et pas linéaire. Éviter les plans risqués qui vous demandera de faire des tests et plutôt créer des plans qui sont bulletproof dont le succès est certain. Utiliser la psychologie, la magie, les alliés, l'équipement, l'environnement pour surmonter les obstacles plutôt que de vous baser sur les tests d'habilité. Tout est dit. Combattez sale. Alors je crois que s'il y a bien une règle du côté joueur que les joueurs doivent comprendre, c'est ça. Combattez sale. Combattez pas de façon équilibrée, correcte, avec un sens chevaleresque. Tentez de gagner des combats avant qu'ils avant qu'ils partent dans votre défaveur et éviter les conflits dans lesquels vous n'avez pas l'avantage. Le combat d'Ankh-Knave n'est ni équilibré ni juste. Donc partez du principe que c'est la vie de votre personnage qui est sur le fil et qu'à n'importe quel moment les épées peuvent être dégainées. Donc vous voyez, il y a la partie qui vous explique qu'il y aura bel et bien du combat et il y a des situations qui auront du mal à être évitables, mais tu dois toujours essayer d'avoir une ascension vis-à-vis des difficultés rencontrées. Et préparez-vous à mourir. Alors ça c'est à destination des petits tricheurs là, qui pensent qu'en lançant les dés et en trichant que soi-disant c'est mieux pour eux. Moi j'ai arrêté de commencer à chercher des excuses aux tricheurs. Ils veulent pas jouer au même jeu, donc du coup, autant qu'ils dégagent, c'est tout. Hein. Embrassez la mort de votre personnage quand il arrive et tirez un nouveau personnage quand il prend place. Perdre un personnage peut être douloureux, mais il vient aussi, et puis ça ramène aussi de grandes histoires. Laissez-vous essayer un nouveau personnage avec un nouveau concept. Et que vous pouvez faire confiance à votre groupe dans les situations inattendues. Rappelez-vous que, ultimement, une campagne de jeu de rôle dit une histoire à propos d'un simple monde et pas seulement d'un personnage ou même d'un simple groupe. Ça, c'est très important, c'est une perspective qu'on ne voit pas des masses. Il vous dit que le plus important, c'est que ça peut être la campagne et pas les personnages qui la composent. Et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Surtout que quand tu fais des parties en continu, ça peut être intéressant de voir les conséquences de l'ancien groupe par rapport au nouveau et que les choses continuent, quoi. Aussi longtemps que la campagne continue, elle peut être enrichie d'histoires et de personnages qui les ont précédés. Et je rajouterais même un truc dont je n'ai pas parlé dans la section personnages, dans la vidéo précédente. Faut pas oublier non plus que quand tu crées un personnage dans Knave, c'est quelque chose qui est très rapide. Si tu penses 5 minutes à un concept et tu passes 15 minutes à créer un personnage, tu peux même le faire en moins de 20 minutes, un personnage, je pense. Si tu es habitué à l'exercice. Et dans une session 0, je pense qu'il y a toujours moyen que chaque joueur crée 3 fiches déjà à l'avance. Voilà. Et je dirais même qu'il y a aussi un truc que tu peux faire qui est très sympa, c'est que chaque joueur crée 3 fiches et que en fait les autres fiches qui ne sont pas encore jouées finissent dans un pool, dans un réservoir pour qu'un autre joueur puisse le prendre, pas forcément le sien. Parce que dans Knave, des idées, des pistes de personnages intéressants existent dans l'aléatoire, tout comme dans le tangible. Et c'est vrai que quand on doit faire un personnage, on doit faire un personnage intéressant pour soi, mais aussi pour les autres. Donc, avoir suffisamment confiance aux joueurs dans la manière de concevoir un personnage, ou de voir un joueur jouer avec le personnage que tu as conçu et voir qu'il fonctionne très très bien, je pense que c'est bien pour une espèce de cohésion à long terme dans une aventure OSR, si jamais vous venez à faire une campagne de longue haleine. Parce que je sais que c'est un vœu de certains joueurs récents de vouloir avoir des campagnes de longue haleine. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai trouvé que c'était de très très bons conseils, devoirs à mettre. Je pense vraiment que ce genre de choses-là doit être présent
tous les livres de jeux de rôle, puisque ça arrive que des joueurs de jeux de rôle, évidemment, j'ai parlé des tricheurs, j'ai parlé des gens qui veulent créer des choses en dehors du moule, qui sont égoïstes, qui jouent aux dépens des autres et pas avec eux. Parfois, poser les bases dans une session 0 et aussi rappeler aux joueurs que ouais, ils ne viennent pas non plus les mains vides, que c'est quelque chose qui est très important. Là, en plus, c'est la proposition de la part d'un jeu qui a des possibilités vraiment très très élevées, avec une simplicité qui est enchanteresse, on va pas se mentir, et en sachant que il y a pas mal de choses qu'on peut explorer dans le jeu et aussi les outils que le meneur peut créer, ben, il y a moyen de pouvoir consolider une belle campagne. C'est devenu un fantasme de nos jours, des gens qui arrivent à faire des campagnes pendant très longtemps, alors que bon, ces temps-ci, une campagne, des fois c'est déjà un miracle qu'elle arrive à tenir 6 mois. Donc, je pense que ces conseils sont très utiles. Il faudrait que j'adapte ces conseils, que je m'en inspire pour les mettre dans le jeu de rôle que je prépare. Mais en attendant, je vous invite évidemment à regarder les vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues. Et on va passer au cœur du jeu, à l'ADN du jeu. C'est-à-dire, on va passer au mode d'emploi, comment ça fonctionne, comment les choses sont gérées, quelles sont les subtilités du jeu que j'ai observées. Je vous dis à demain pour la suite. Salut à tous.